Franck Marguin, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions de Nouvel Arbitre, une nouvelle fois diront certains. On voudrait commencer par une première question. Vous avez réalisé une très belle campagne d'investiture aux primaires UMP. Dans quel état d'esprit êtes-vous désormais que nos lecteurs le sachent? Alors, que ce soit bien clair, je suis dans un esprit de conquête et de victoire. Et que ce soit bien clair pour nos électeurs, je suis dans une idée d'alliance. C'est-à-dire, je ne suis pas, comment dirais-je, inféodé. C'est-à-dire qu'en fait, je mets mes forces et je mets mon système de valeurs pour gagner Paris. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui m'ont fait confiance, ceux qui ont voté pour moi, surtout ceux qui m'ont épaulé, doivent être certains que je continue le combat. Et bien sûr, je continue le combat de l'intérieur. C'est-à-dire que je pense beaucoup que l'on est efficace en politique lorsqu'on fait partie des gens qui décident et qu'il ne sert à rien d'être à l'extérieur et de critiquer. Il vaut mieux être à l'intérieur et je pense que nous gagnerons Paris. Et en gagnant Paris, nous pourrons être à même de, j'allais dire, faire valoir les idées auxquelles nous sommes attachés. Ces idées auxquelles vous êtes attachés, elles semblent entrer en contradiction assez forte avec le système d'Anne Hidalgo. Est-ce que vous pourriez nous résumer assez rapidement les grandes critiques, les grandes lignes de force qui vous opposent au système de Lanoé et Hidalgo? Alors, la grande critique, hein, et c'est vraiment pour moi essentiel, c'est je lutte contre le pari-image. Je pense qu'en fait, l'argent public devrait être, comment dirais-je, octroyé avec beaucoup de rigueur, et je pense que les Parisiens devraient exiger beaucoup plus pour les impôts. C'est-à-dire que lorsque je vois qu'aujourd'hui, vous n'avez même pas un tiers des écoles qui sont accessibles au handicap, par exemple, et que l'on dépense des dizaines et des dizaines de millions dans des projets comme le 104, qui s'avèrent être des gouffres financiers et qui n'apportent pas la culture nécessaire, parce qu'à la limite, pour moi, bien sûr, la culture est importante, mais quand on a des gouffres financiers tels qu'ils les ont pu les créer, j'ai une envie vraiment très forte de combattre ce pari-image au profit, j'allais dire, des plus défavorisés, au profit des gens qui ont besoin d'une mairie rigoureuse, d'une mairie qui s'occupe de leurs problèmes. Voilà en fait la grande, si vous voulez, difficulté que j'ai avec la gauche actuelle et l'équipe municipale en particulier. Cette équipe municipale critique vertement la campagne de Nathalie Kosciusko-Morizet en prétendant qu'elle invente de faux chiffres, qu'elle est sur des débats mineurs. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, je leur réponds deux choses. Tout d'abord, je fais partie de l'équipe qui construit le projet aujourd'hui de Nathalie Kosciusko-Morizet et je peux vous dire qu'il n'y a aucun faux chiffre. Hélas, hélas. Et que tous ces chiffres que nous avons avancés jusqu'à maintenant et sur lesquels nous avons travaillé sont des chiffres publics officiels de la mairie de Paris. Donc c'est quand même extraordinaire de dire que lorsqu'on parle d'augmentation de la fiscalité, qu'on parle de l'augmentation du nombre de cambriolages, qu'on parle de la baisse du nombre d'agents de la sécurité, ce sont des chiffres qui sont à disposition du public. Donc c'est vraiment très difficile de travailler dans une campagne avec des gens comme ça parce qu'ils refusent qu'ils ont créé eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. Et puis, ça ne m'étonne pas que Mme Hidalgo puisse dire que ce sont des sujets mineurs, parce que vous savez, pour la municipalité socialiste, la sécurité des Parisiens, c'est mineur. Mais moi, je vais vous dire que la grande phrase de Nathalie Kosciusko-Morizet de dire que la sécurité, c'est la première des libertés, eh bien, je suis pleinement d'accord. Vous savez que la sécurité, c'est avant tout ce qui gêne les plus pauvres. Vous savez qu'aujourd'hui, un nombre important de jeunes filles se voilent, uniquement parce que leurs frères ou leurs grands cousins ou leurs grands copains leur demandent de se voiler, parce qu'ils leur expliquent qu'elles auront la paix. Vous pouvez, je pense que moi c'est une régression personnellement de penser qu'aujourd'hui on méprise la sécurité, parce que quand on méprise la sécurité, on méprise la liberté des plus petits et des plus fragiles. C'est ça que je refuse, et c'est là où je trouve que Mme Hidalgo, si elle pense que la sécurité est un sujet mineur, alors elle se trompe complètement. Dans votre première campagne, donc celle des primaires, vous parliez beaucoup de lutter contre le sentiment d'insécurité. Quels peuvent être les moyens, les leviers employés pour que les Parisiens se sentent bien dans leur ville?
Alors, qu'on soit bien clair, hein, j'ai dans ma campagne expliqué ce que je comprenais comme le sentiment d'insécurité, mais que j'ai bien précisé qu'il y avait une vraie augmentation de l'insécurité. Enfin, non, parce que j'ai lu beaucoup d'articles qui disaient oui, c'est pas vrai que ce soit qu'un sentiment d'insécurité. Non, c'est pas vrai que ce soit qu'un sentiment d'insécurité. J'ai dit que vous aviez une véritable insécurité qui s'était installée, mais j'ai dit qu'elle était peut-être décuplée ou doublée, je ne peux pas mesurer, mais par le sentiment d'insécurité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le Parisien moyen a peur. Avant, c'était le Parisien, si vous voulez, dans un quartier plus défavorisé, ou éventuellement les quartiers les plus aisés, parce que vous aviez ces populations qui étaient soit très cambriolées, soit très en risque. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des Parisiens qui ont peur, parce qu'effectivement, c'est cumulé à la véritable insécurité, un sentiment d'insécurité fort. Alors, je pense que la seule, aujourd'hui, mesure qui est dans les mains du maire de Paris, hein, il faut aussi faire des propositions concrètes et dire à nos électeurs ce qu'on va vraiment faire par rapport aux moyens réels que nous avons. Eh bien, c'est les caméras de vidéoprotection. C'est tout simplement, je l'ai vu d'ailleurs dans de nombreuses villes, on retrouve un sentiment de, pour reprendre le mot, de sécurité lorsque l'on se sait protégé par un ensemble de caméras de vidéoprotection qui vont vous relier à des postes de police. Et puis la deuxième chose que je pense être vraiment très importante, c'est de remettre effectivement les agents de sécurité comme une police, si vous voulez, qui est proche des gens. C'est-à-dire, pas forcément une police qui a besoin d'être, si vous voulez, là pour être agressive, mais simplement de se promener. Regardez, aujourd'hui, le problème des banlieues que nous avons, c'est que s'ils se promènent dans les banlieues, on considère ça comme une agression. Évidemment, j'estime qu'une police municipale, enfin, l'équivalent de la police municipale, devrait pouvoir se promener sans avoir, comme dirais-je, image d'une police agressive, mais au contraire, une image proche des citoyens, une image d'accompagnement, j'allais dire, de protection de la tranquillité. Hein, c'est très important de bien... moi, je voyage beaucoup au travers de Paris. Je suis, comme vous le savez, dans le 12e arrondissement, très présent au quotidien, puisque j'y vis. Eh bien, ce sont les deux demandes que les gens nous font. Ils me disent, mais on voudrait un peu plus de police autour de nous. Hein, c'est pour essayer d'être rassuré. Voilà. Ce que je pense être les mesures que nous prendrons lorsque, je l'espère, les Parisiens nous feront confiance s'ils nous élisent. À ce titre, je crois que les sondages donnent des scores assez proches entre Anne Hidalgo et Nathalie Kosciusko-Morizet au premier tour. Dans le paysage électoral parisien, il y a un vrai problème, c'est le second tour, comment faire pour réunir ces fameux moitié des voix plus une. Pour vous, qu'est-ce qui peut faire que les Parisiens se tourneront vers Nathalie Kosciusko-Morizet? Alors, moi je pense que tout dépend de la manière dont nous pouvons aborder le premier tour sur des listes uniques ou pas des listes uniques. Il est évident, et là je ne serai pas en accord avec Mme Kosciusko-Morizet, mais il faut bien qu'on ait des désaccords, moi je ne pense pas que la liste unique soit un avantage. Je pense que nous avons à droite la nécessité d'offrir une pluralité, si vous voulez, de choix, parce que certains vont se reconnaître dans des gens un peu plus centristes, d'autres vont se reconnaître dans des gens un peu plus à droite, d'autres vont se reconnaître dans des propositions bien particulières de niche, ou je ne sais pas, une liste par exemple, je dis un exemple comme ça, une liste peut-être du 9e arrondissement qui proposerait sur une thématique particulière du 9e, va faire quelques voix. Vous voyez, une pluralité en fait de vote qui permettrait, si vous voulez, d'avoir un une très large partie du peuple parisien qui ferait confiance à la droite et au centre, et qui verrait donc naturellement, le candidat de droite être le rassembleur de tous ces votes. Ce qui nous permettrait, par exemple, vis-à-vis du Front National, d'être très clair, puisqu'en fait, nous aurions une pluralité de partis à droite, eh bien, au moment du deuxième tour, nous rassemblons l'ensemble de cette population qui aura exprimé 3% ici, 4% là, 2% là, 5% là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous permettrait d'avoir une capacité de rassembler, parce que moi je pense que nous devons rassembler tous les électeurs. Il n'y a pas de bons et de mauvais électeurs, il y a des électeurs qui expriment des craintes,
qui expriment des volontés, qui souhaitent des projets, qui vont faire confiance à une candidate. Et voilà quelle aurait été ma stratégie. Alors maintenant, puisque ce n'est pas celle-là, je vais quand même répondre à votre question, parce que vous savez, on accuse les hommes politiques de ne jamais répondre, mais je pense que le réservoir de voix au second tour se mesurera par l'ampleur, effectivement, de notre très grosse victoire au premier. Pourquoi? Parce que quand là, et c'est ce que Mme Cusco-Morizet veut faire, quand nous avons une stratégie de premier tour qui arrive donc d'être en liste unie, moi j'ai bien connu ça, puisqu'on l'avait fait à la région de France. D'accord. On est arrivé en liste unie. Eh bien, ça fonctionne, une victoire au deuxième tour, dans une liste unie, si vous avez fait un très très gros score au premier tour, parce que du coup vous inspirez une confiance à tous ces toutes petites micro-listes qui n'ont pas été présentes, et puis même à une partie de l'électorat qui en fait ne s'est pas prononcé par exemple au premier tour, qui va venir se prononcer pour vous au deuxième tour. Voilà. Je pense que cette stratégie peut réussir comme ça. Je la trouve personnellement plus risquée. Est-ce que vous comptez sur un impact du rejet de la politique de François Hollande également dans l'inspiration des électeurs? Je pense que ça nous sera effectivement un élément très important. Alors, comment mesurer? Est-ce que ce sera 1%, 10%? Je ne sais pas, mais vous avez un tel mécontentement. Un tel mécontentement. Vous savez que les socialistes sont arrivés à trouver quelque chose d'extraordinaire. Ils sont arrivés à aujourd'hui faire en sorte que la moitié des Français payent de l'impôt par rapport à l'autre moitié qui n'en paye pas. Du temps de la droite, parce qu'on nous a accusé quand même à droite des gens épouvantables, qui n'avaient qu'un mépris pour les plus démunis, bien, du temps de la droite, vous aviez plus de gens qui ne payaient pas d'impôts, de foyers fiscaux qui ne payaient pas d'impôts, que de foyers fiscaux qui payaient de l'impôt. Et bien depuis les réformes fiscales, vous avez 1 500 000 foyers fiscaux supplémentaires qui payent de l'impôt. Et comme vous le comprenez, ce n'est pas les plus riches, puisque ceux-ci étaient déjà en train de payer des impôts. Donc vous avez 1 500 000 de foyers qui étaient parmi les plus pauvres qui payent de l'impôt. Donc si vous voulez, quand moi on m'explique qu'à droite nous n'avions pas souci des plus fragiles et des moins aisés, je trouve que l'explication là, elle est claire. Et donc ce 1,5 million de Français qui payent maintenant l'impôt, vous en avez quand même quelques-uns à Paris, hein, et donc forcément ceux-ci vont comprendre qu'on les a bernés. Qu'on leur a menti, quand on leur a dit pendant la campagne électorale qu'il n'y avait pas de crise, que c'était qu'une vue de l'esprit de M. Sarkozy. Et bien là, ils verront que nous avions un langage de vérité, et je pense que ceux-ci nous rejoindront. Oui. Vous êtes membre du Parti chrétien-démocrate, je pense que nos lecteurs le savent. Quelle peut être l'attitude du PCD dans les élections municipales plus généralement en dehors de Paris? Qu'est-ce qui vous semble être la bonne option? Dans la bonne option, alors moi je vous l'ai dit donc à l'entrée de cette interview, je ne sais pas si elle a été en off ou en on sur les caméras, mais moi j'estime que l'on fait de la politique lorsqu'on est à l'intérieur. Et j'encourage tous les adhérents du Parti chrétien-démocrate, mais vraiment tous, et tous ceux qui voudraient nous rejoindre, de massivement aller s'inscrire sur les listes électorales. Massivement, parce que je pense que la politique est importante. Et puis surtout, alors la politique de la ville, c'est la gestion de la cité, c'est la gestion du quotidien des citoyens. Et je pense que le Parti chrétien-démocrate a beaucoup à dire, beaucoup à faire, et j'encourage vraiment nos militants, nos sympathisants, les gens qui pensent que le Parti chrétien-démocrate véhicule un système de pensée qui soit cohérent, s'inscrivent sous cette étiquette dans des listes électorales de villages, de petites villes, de moyennes villes, de grandes villes, mais participent massivement à la vie citoyenne. Alors, dernière question sur ces élections municipales. J'en parlais avec une conseillère du Parti chrétien-démocrate. Il y a un vrai intérêt dans les fonctions municipales, c'est le vote du budget des associations. Oui. C'est une grande critique qui est faite notamment au maire de Paris d'avoir soutenu certaines associations communautaires ou du moins très idéologiques. Quelle pourrait être une manière pour le PCD d'influer sur ces questions, et pour vous à Paris où c'est vraiment quelque chose d'important? Alors je vais être très clair là sur le sujet, je l'ai dit d'ailleurs dans ma campagne des primaires, et vraiment je ferai tout ce qui en a besoin pour œuvrer dans ce que j'ai dit aux primaires. Je m'engage d'abord à avoir une transparence complète sur la vie associative, c'est-à-dire de créer sur le site de la mairie un site dédié aux associations avec le nombre d'adhérents parisiens, attention, le nombre d'adhérents parisiens, le budget qui est en face et l'action qu'elle mène pour les Parisiens.
je veux qu'on fasse une différence extrêmement importante entre les associations qui s'occupent des Parisiens avec des projets pour les Parisiens, et là je vais être très honnête, je n'aurai pas de difficulté à subventionner des associations qui ne sont pas dans ma ligne de pensée, pour peu qu'elles s'occupent des Parisiens et de leurs problématiques. Et puis vous aurez de l'autre côté les associations de type lobby national, et là, eh bien, en fonction de mes engagements personnels, en fonction des valeurs auxquelles je crois, je ne donnerai pas les mêmes montants aux associations de type national qui développent des lobbies contre lesquels je ne suis pas d'accord. Ce soit très clair. J'ai un très grand respect pour la vie associative, proche des citoyens, c'est-à-dire que la femme seule, l'alphabétisme, la personne âgée, les associations sportives par exemple, c'est très important, les associations sportives, tous les Parisiens veulent faire du sport, vous avez, je ne sais plus combien je crois 300 000 licenciés à Paris, vous avez un Parisien sur trois qui fait du sport de manière un peu professionnelle. Là, il n'y a pas de problème pour moi, hein. Les associations font un travail de qualité, et je maintiendrai, mais je rendrai transparente. D'accord ? Et puis sur les lobbies nationaux, ben moi je suis désolé, Paris n'a pas vocation particulière à subventionner des associations de lobbies nationaux. Alors là aussi, on peut avoir des budgets pour des lobbies nationaux. Pourquoi pas? C'est une politique, on est quand même une capitale. Mais alors là, sur les lobbies nationaux, je ferai entendre ma voix. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette première partie. Rendez-vous au bas de votre article pour des questions d'envergure nationale et plus large.